bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Je vous conduis. Le ciel est bleu, nous sommes toujours à bord de notre vélo-taxi pour parler aujourd'hui gourmandise, mais pas seulement. Dans une ville qui porte en elle le nom d'un célèbre biscuit, nous sommes à Sablé-sur-Sarthe en compagnie d'Amélie Loret. Bonjour Amélie. Bonjour Cécile. Merci de nous accueillir ici, le pays du sablé. Sablé-sur-Sarthe, c'est totalement lié à ce fameux biscuit. Est-ce qu'on peut expliquer l'histoire, la petite et la grande de ce biscuit? Exactement Cécile. En fait, le nom du biscuit, le petit sablé, il provient de la ville de Sablé-sur-Sarthe parce que en juillet 1670, une très belle marquise qui est un vrai personnage historique qui est Madeleine de Souvres, la marquise de Sablé, a apporté des petits sablés au frère du roi, le prince de Condé. Et en fait, donc on parle du roi Louis XIV, hein? Exactement. Donc l'histoire, la fameuse histoire du petit sablé, elle est racontée dans les lettres de la marquise de Sévigné. Donc ce n'est pas une légende finalement, c'est la réalité qui fait partie de la littérature française. Et nous sommes très fiers de raconter et de faire perdurer cette histoire qui avait été un peu oubliée finalement par les Saboliens. Donc ça, Amélie, c'est la grande histoire, hein, celle qu'on peut retrouver dans les archives et que vous avez ressorti comme ça un peu de l'oubli. Mais il y a aussi pour vous la petite histoire avec le sablé, en tout cas avec les biscuits, puisque je crois que vos grands-parents travaillaient déjà dans ce domaine-là. Alors effectivement, mon arrière-grand-père, lui, était pâtissier. Mais vous avez tout à fait raison parce que mon père lui-même était biscuitier puisqu'il a repris, ça a été un des plus jeunes dirigeants de France, il a repris Gringoire-Bressart. D'accord, une entreprise assez emblématique avec le petit lapin Gringoire, pour ceux qui s'en souviennent dans les années 70, et bien quelques dizaines ou vingtaines plutôt années plus tard, moi j'ai aussi relevé le défi de reprendre la sablésienne en 2003. Alors que vous étiez moi, j'étais titulaire d'une maîtrise de droit? Voilà, en fait j'étais juriste d'entreprise. D'accord, donc déjà quand même en lien avec l'entreprise. Oui, toujours. C'est vrai que j'avais été formée pour conseiller les entreprises. Et c'est justement ma famille qui m'a dit, écoute, il y a une belle endormie, la Sablésienne, la biscuiterie de Sablé-sur-Sarthe, qui a besoin de renaître et d'une nouvelle dynamique. Et je me suis dit, pourquoi pas. Finalement, la voie entrepreneuriale, parce que c'est vraiment cette fibre-là du projet qui m'a intéressée. Alors aujourd'hui, donc ça c'est en 2003, vous reprenez l'entreprise, vous la développez, vous lui donnez son image aussi, puisque vous avez travaillé sur les décors de tous les packaging. On en est où? Vous fabriquez bien sûr le sablé, mais pas seulement. Exactement, nous avons développé déjà lorsque j'ai repris, les pâtissiers avaient développé des meringues, des petits fondants, des petits soufflés, des langues de chat. Donc j'ai repris en fait l'historique des cahiers de recettes et petit à petit, par étapes, nous avons mis en route un plan d'innovation. Et comme vous le disiez très justement, Cécile, il était important, même si on avait de très bonnes recettes, de pouvoir les magnifier aussi dans un très bel emballage, de faire vivre aussi une histoire avec nos boîtes métal. Ça. On rentre dans tout un univers déjà avec les yeux. C'est ça. Il a fallu travailler non seulement sur les recettes, les ingrédients, les filières, puisque j'ai eu la chance de reprendre une biscuiterie qui était déjà en 2003 très précurseur dans le bio, parce que ça avait été une des premières biscuiteries bio françaises. D'accord. Donc lorsque j'ai repris, elle était déjà certifiée par EcoCert.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée évidemment du nombre de salariés, mais aussi du nombre d'enseignes, partout où on peut retrouver les biscuits La Sablésienne? Alors aujourd'hui, on a une équipe de 35 personnes à La Sablésienne, avec une forte aussi saisonnalité, puisque il y a tous les temps forts autour de Noël, par exemple. La Sablésienne, c'est aussi une chocolaterie. Donc les 6 derniers mois de l'année sont assez intenses. Et nous avons aujourd'hui à peu près 500 points de vente, un peu plus de 500 points de vente. Nous avons nous-mêmes développé des boutiques La Sablésienne qui sont présentes dans les Pays de Loire, à Angers, à La Flèche, au Mans, à Sablé. Et nous avons aussi un site internet parce que assez tôt, dès 2007, j'ai souhaité avoir une exposition sur le numérique et développer le digital. Bien vu. Et le commerce en ligne, même si c'est un vrai métier à part, c'est incontournable aujourd'hui. Oui, c'est vraiment incontournable. Un autre axe stratégique pour nous a été de développer l'export. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on peut consommer des biscuits à l'autre bout du monde. Exactement, on est présent, alors ça s'est fait par étapes parce que l'export, ce n'est pas simple. On a commencé dans nos premiers clients à l'export avec le Japon, la Chine, Hong Kong. Donc là, ça a été quand même assez rude en termes d'apprentissage. Oui. Et puis, vous n'aviez pas d'expérience du tout sur ce registre-là dans votre vie d'avant? Non, mais là, les réseaux sont assez intéressants. Les amitiés entre entrepreneurs, les réseaux comme la CCI, Business France, etc. On est seul en tant qu'entreprise. Oui, pour les décisions, mais voilà, avec des conseils, des soutiens. Voilà. Et puis à nous de nous ouvrir aussi aux interlocuteurs, à essayer de comprendre. Et j'ai eu la chance de tisser des liens, notamment au Japon, extraordinaires. Donc en remettant comme ça au goût du jour l'histoire qui peut-être avait été cachée ou oubliée tout simplement, vous avez, j'imagine, appris plein d'autres choses et vous avez été jusqu'à co-construire et développer ici à Sablé un musée. Exactement. L'idée, Cécile, c'était au bout de toutes ces années, se dire qu'il y a un formidable savoir-faire qui peut intéresser les petits comme les grands. Et l'idée a été de constituer vraiment une scénographie autour de la gourmandise, de l'histoire bien sûr du sablé, mais pas seulement. De faire découvrir aussi l'histoire du biscuit en général. Comment les premiers biscuits sont arrivés dans le monde? Où ça? Pourquoi les marins avaient des biscuits à leur ceinture? Voilà. Et puis, on a aussi une expérience, on vous fait vivre une expérience sensorielle autour du biscuit. Sur l'ouïe, sur l'odorat, on vous fait découvrir vraiment les extraits des arômes naturels, les parfums, le toucher. Avec dégustation à la fin? Évidemment, et pas qu'à la fin. Et en fabrication, et à la fin, et voilà, je ne vous dis pas tout. Vous êtes une dirigeante, j'ai envie de dire, avec l'appétit de développer, de créer, puisque 2003, La Sablésienne, vous reprenez donc, comme on vient de le raconter, l'entreprise, mais en sous-marin, quelques années plus tard, un autre projet émerge. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ça s'appelle La Secourable. Et là, on quitte un peu la gourmandise, même s'il y a des choses qui se consomment, pour être dans l'univers des herbes aromatiques. Est-ce qu'on peut raconter ce parallèle? Mais finalement, le premier projet a nourri le second. Exactement, Cécile. C'est ça. C'est lors de mes voyages à l'étranger, notamment, j'ai vu que les plantes médicinales étaient très présentes, que ça soit en Asie, que ça soit en Suisse, que ça soit à Florence, en Italie. Il y a une culture et un savoir-faire sur les plantes médicinales et l'accès aussi aux plantes médicinales, que ça soit pour notre bien-être dans la cosmétique, que ça soit en complément alimentaire, dans les infusions, tout simplement rentrer dans une herboristerie et demander 100 grammes d'ortie ou 300 grammes, je ne sais pas, de camomille romaine. Eh bien, ça, on peut le faire dans beaucoup de pays. Et en fait, je ne retrouvais pas beaucoup de lieux en France pour retrouver des infusions, des plantes. Donc, en fait, l'idée, c'était de ramener ici ce que vous aviez pu apprécier ailleurs. Voilà, de favoriser l'accès aux plantes médicinales
au sein d'un lieu, d'un endroit, d'une boutique où on se sente bien et on retrouve toutes les plantes qui peuvent favoriser les bienfaits. Pourquoi la secourable? C'est un nom surprenant. Alors la secourable, en fait, c'est lié à Panakia, qui est une déesse de la mythologie grecque, qui apportait le soin par les plantes aux hommes. C'est la déesse qui est la sœur de la déesse de la santé qui s'appelle Igi. Et Panakia, quand on cherche dans le dictionnaire, et bien souvent on trouve la traduction la secourable, la main secourable, parce que c'est un peu la panacée. D'accord. Donc la secourable, on l'a dit, c'est la nouvelle aventure. Et il y a déjà 2 boutiques. Il y a 2 boutiques à Angers et au Mans, enfin dans la périphérie du Mans, à la Chabelle-Saint-Aubin. Et nous avons la chance d'ouvrir l'histoire d'un nouveau projet au mois d'octobre dans le Mans Centre-Ville. En tant que manager, cette fois avec votre casquette en interne à la Sablésienne ou la secourable, quel type de manager êtes-vous? Et comment vous cherchez des solutions quand il y a des doutes, quand il y a des difficultés? On m'a dit que j'étais très exigeante. Et c'est vrai que l'école de l'exigence... Il faut peut-être pas s'en excuser d'ailleurs d'être exigeant. C'est important. Ça fait partie des valeurs. Mais il faut le faire avec gentillesse. Oui. C'est-à-dire que... On peut être exigeant et bienveillant. Voilà. En fait, l'important, c'est d'expliquer pourquoi. Pourquoi on redemande. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. On travaille aussi avec l'apprentissage. Mais nos cadres aussi sont assez jeunes. Et c'est important de leur expliquer pourquoi on revient. Pourquoi on ne lâche pas aussi. Et parce que quelque part, derrière, il y a notre client. Et notre client, comme je dis toujours, lui, il va voir le micro-détail que personne n'a vu. Mais dans sa tête, il gardera comme image le micro-détail qui tue. Oui. Donc, c'est ça l'exigence. On apprend petit à petit, on apprend par étapes et avec l'humilité aussi de savoir qu'on fait des erreurs. Et dans les décisions, pour répondre à votre question sur la prise de décision, parfois je leur dis, là vous me demandez de valider quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas, laissez-moi un peu de temps. D'accord. Et dans ces cas-là, vous pouvez activer des réseaux, des personnes autour de vous? Demander conseil, c'est hyper important. On se fait sa propre idée toujours. Mais et puis on sait que c'est un moment, oui, c'est la bonne. Là, c'est l'intuition dans ces cas-là. Voilà. Et j'avoue que je fais énormément confiance à l'intuition. Mais avant ça, j'aime beaucoup aller demander conseil, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, travailler sur l'intergénérationnel. J'ai eu la chance en termes de réseau. Quand j'ai commencé, je ne venais pas du monde de la biscuiterie. Et j'ai eu la chance de travailler avec le réseau ECTI, qui sont des 3000 experts bénévoles en France, qui sont des seniors. Donc des personnes cadres qui ont des expertises dans énormément de domaines de l'entreprise. Et moi, je me suis fait épauler avec un homme qui maintenant, qui s'appelle Pierre Brice, qui maintenant est devenu un ami et qui m'a accompagné pendant 10 ans sur l'ingénierie. Il est ingénieur, donc il m'a accompagné sur l'ingénierie de la fabrication, la production, les machines, le layout, et qui étaient des mots complètement inconnus pour moi. Et petit à petit, j'ai appris mon métier comme ça avec lui. Donc il faut avoir aussi l'humilité de savoir que voilà, on a nos limites, on n'est pas compétent partout. Et que dans les réseaux, on trouve aussi des très belles personnes qui nous apprennent, qui transmettent leur savoir aussi. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir offert un petit bout de votre vie. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Je vous conduis. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.